Monsieur Dallaire, Madame Lefebvre, bonjour. 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 Vous représentez le syndicat de l'enseignement de la Gamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour les auditeurs? Ouais, moi, je suis Yvan Dallaire, je suis président du CEJAT. Parfait. Et Cindy Lefebvre à la vice-présidence du syndicat des enseignants. Parfait. C'est quoi votre rôle exactement pour bien nous situer? Bien, nous, on représente les enseignantes et les enseignants là, de la Gamésie et de l'Abitibi et du Témiscamingue. Donc, ça représente environ 3500 membres. Donc, qui sont des enseignantes et enseignants là, qui œuvrent dans le secteur du préscolaire, du primaire, du secondaire, formation professionnelle et l'éducation des adultes. Et je sais que vous avez fait une consultation auprès de ces enseignants-là. C'était dans quel but? En fait, ce qui arrive, nous, là, c'est sûr qu'on est en pleine campagne électorale en ce moment, là, mais il faut dire que nous, simultanément, on va être en fait à déposer nos demandes syndicales parce qu'on renégocie notre convention collective qui arrive à échéance là, au mois de mars prochain. Donc, on sort d'une consultation finalement pour savoir nos membres, qu'est-ce qu'ils réclament, qu'est-ce qu'ils auraient besoin, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on négocie. Puis nous, ben là, avec l'opportunité qu'on a de la campagne électorale, ben, on essaie de placer les résultats de cette consultation-là, finalement, pour mettre l'éducation sur la table dans les discussions relatives là, à l'éducation en campagne électorale. Là. Puis malheureusement, c'est évacué complètement. On n'en entend pas parler là, à l'heure où on se parle de l'éducation dans la campagne. Donc là, c'est l'occasion de le faire. C'est quoi les revendications des enseignants dans la région puis dans la Gamésie? Bien, nous, les revendications sont basées là, sur la consultation qui a été menée le printemps dernier par notre fédération, donc la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec. Puis 15 000 personnes, 15 000 enseignantes et enseignants qui ont répondu à cette consultation-là. Donc, ça représente là, un taux de réponse de 25 % qui est très bon dans les circonstances, dans ce type de consultation-là. Donc, pour ce qui en ressort de cette consultation-là, donc, nos membres nous demandent de revoir la composition de la classe, d'alléger la tâche et puis d'ajuster la taille des groupes. Donc, vous voyez que c'est en lien direct avec les conditions d'exercice des enseignants. Donc, il faut absolument qu'on puisse améliorer les conditions d'exercice des enseignants parce que, bon, là, vous savez, il y en a beaucoup qui quittent, puis il y en a très peu qui arrivent, des nouveaux, des nouvelles. Donc, là, peut-être que Cindy pourrait aller plus en détail là, pour chacune de ces revendications-là. Excusez-moi, oui, le mot. C'est correct. Bien, moi, j'aimerais ajouter à ça, tu sais, là, nous, notre rôle en tant que représentants syndicaux, c'est sûr qu'on représente nos membres et leurs conditions d'exercice, mais il ne faut pas oublier que ces conditions d'exercice-là sont les conditions d'apprentissage de nos enfants aussi. Hein. Fait que c'est pour ça qu'on trouve ça très préoccupant puis qu'on aimerait en entendre davantage parler dans la campagne électorale. Je vais commencer d'abord avec la composition de la classe, là, qui est l'enjeu qui est ressorti le plus fortement de la consultation. Vous savez, ça fait vraiment des décennies, je dirais, qu'il y a des coupures en éducation, qu'on investit de moins en moins. Puis comment ça se traduit, ça? Bien, c'est par des coupures de services. Donc, on ferme les classes spéciales. La classe spéciale est en voie de disparition. On coupe dans les ressources qui donnent des coups de pouce dans les classes également. Donc, ça, ce que ça a comme conséquence, c'est que les élèves qui ont des besoins particuliers sont intégrés dans la classe régulière. Donc, il y a de plus en plus d'élèves avec des plans d'intervention, finalement, qui sont dans les classes avec des grandes difficultés, d'autres des plus petites difficultés. Mais bref, tous ces élèves-là sont ajoutés, ce qui fait en sorte que la classe ordinaire, comme on la connaissait il y a 10 ans, elle n'existe plus parce qu'il n'y a plus de classe spéciale, comme je le disais, et il y a de moins en moins de ressources pour venir directement en aide dans la classe. Puis là, je vous le dis, c'est pas moi qui l'invente. Là. Il y a même le protecteur du citoyen, là, dans un rapport récent, qui a affirmé que le niveau de service auquel les élèves seraient en droit de s'attendre, ils ne les reçoivent pas dans le service, dans le système actuel. Et ça, on pense qu'il faut vraiment revoir ça, à la fois pour offrir des services de qualité à nos élèves, puis en même temps pour donner là,
une bouffée d'air, là, finalement, aux enseignants qui n'arrivent plus là, si vous me permettez l'expression, à faire la split en toutes les différentes adaptations qu'ils doivent faire si un élève a droit au tiers de temps de plus ou encore à adapter son matériel parce qu'il y a un portable ou bon, fait vous comprenez, là, on n'y arrive pas. On parle souvent de délestage en santé puis ça fait les manchettes avec raison, là, qu'il y a du délestage dans le système de santé, mais en éducation, on en voit de plus en plus, mais on dirait qu'on n'en parle pas parce que personne n'en meurt. Mais c'est tout aussi important, puis on le sait qu'à long terme, il y a des conséquences là, néfastes à ça. Donc, les revendications, est-ce que vous pouvez nous les expliquer plus en détail? Oui, bien là, je viens de vous parler finalement de la composition de la classe. Oui. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on aimerait, c'est que la classe soit équilibrée en fonction de différents paramètres pour faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit tenable dans la classe. Donc, est-ce que c'est de voir le nombre d'élèves avec un plan d'intervention qui compose la classe? Est-ce que c'est de donner une pondération, une valeur plus grande aux élèves qui sont assis dans la classe s'ils ont des besoins particuliers? Là, évidemment, nous, on a consulté sur les besoins de nos enseignants. Le comment de nos demandes, bien ça, on est encore à le rédiger. Oui. Là, on devrait faire le dépôt de nos demandes là, d'ici la fin du mois d'octobre. Oui. Effectivement. Le 28 octobre, en fait, qui est la date à laquelle on doit déposer nos demandes. Là. C'est donc le dépôt syndical, le 28 octobre. Puis, donc ça faisait le tour pour la composition de la classe. Tâche. La tâche des enseignants aussi, Oui. qui est une des revendications. Oui, absolument. Donc, vous savez, bon, Cindy ne fait mention, depuis plusieurs années, la tâche ne cesse de s'alourdir, la tâche des enseignants. Donc, on a ajouté, il y a plein de choses qui se sont ajoutées. La surveillance, il y en avait avant, mais il y en a davantage. Beaucoup de tâches administratives, beaucoup de comités qui se sont rajoutés dans nos tâches, qui fait en sorte que les enseignantes, les enseignants ont besoin d'air, ont besoin de souffle, ont besoin de temps, tout simplement, puis ont besoin de temps pour faire ce qui... En tout cas, pour faire là, ce pourquoi ils sont payés, ce pourquoi ils sont formés, c'est-à-dire enseigner. Donc, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait certaines de ces tâches-là qui soient confiées à d'autres personnes. Donc, comme la surveillance, par exemple, la surveillance pourrait être donnée à d'autres personnes, soit qui travaillent dans l'école, ça peut être engager des surveillantes ou des surveillants, tout simplement. Il y a certaines matières aussi qui pourraient être données des spécialistes. Si on prend l'exemple au primaire, c'est surtout au primaire, on s'entend. Au primaire, il y a des spécialistes, exemple en anglais, il y en a en éducation physique. Dans certains milieux, il y en a en art plastique, d'autres en art dramatique. Donc, il pourrait y avoir certaines matières, exemple, les sciences pourraient être données à quelqu'un, une ou un spécialiste qui est en sciences, que ce soit, ça peut être, je ne sais pas, l'univers social, tu sais, on n'a pas arrêté, là, mais question de diminuer le nombre de matières à enseigner, puis donner du temps aux enseignantes et aux enseignants d'enseigner et puis de pouvoir préparer le matériel qu'ils ont besoin en classe avec leurs élèves, que ce soit des élèves qui ont des besoins particuliers ou des élèves dits réguliers dans la classe, là. Donc ça, c'est ce qu'on réclame avec l'allègement de la tâche. Il y a aussi la correction qui prend un certain temps aux enseignants. La planification, la correction, la communication avec les parents. Oui, c'est ça. On en parlait plus tôt aujourd'hui. On se disait, on est de plus en plus accessible, les enseignants. Fait que c'est de plus en plus facile pour les parents de nous rejoindre. C'est une excellente chose parce qu'on veut collaborer avec les parents, sauf que ça prend le temps de le faire. Donc, si je suis toujours sur mon courriel ou sur les réseaux sociaux, parce que les parents communiquent avec moi pour avoir de l'information, c'est super positif. Mais ça, c'est du temps que je ne prends pas pour corriger, planifier, adapter mon matériel. Puis aussi, tu sais, Yvan en a parlé précédemment, là, il y a beaucoup d'autres tâches qui se sont ajoutées
à la tâche des enseignants, au-delà du fait d'enseigner à proprement parler. Et il y a en ce moment un projet pilote qui a été mis sur pied. Nous, on a les yeux rivés là-dessus, on a vraiment hâte de voir ça. C'est un projet qui s'échelonne sur 2 ans et c'est de créer une nouvelle catégorie d'emploi qui serait l'aide à la classe. Donc, c'est une personne qui serait engagée et qui pourrait donner un coup de pouce pour à peu près n'importe quoi qui ne serait pas un acte exclusif à l'enseignant. Fait qu'évidemment, cette personne-là n'enseignerait pas, ne ferait pas de correction de planification. Par contre, quand on parle de, par exemple, aller surveiller les récréations, ça pourrait très bien être cette personne-là. Ça pourrait être également donner un coup de pouce avec tout ce qui est matériel. Quand on a un projet en sciences, ça demande énormément de matériel, l'art plastique. On parle beaucoup aussi du plastifiage, de la décoration de la classe, donc tous ces enjeux matériels-là, ou encore s'il y a un élève qui est en retrait dans le corridor, ça prend quelqu'un pour aller le surveiller, puis que le titulaire, l'enseignant, soit apte à enseigner au reste du groupe. Donc ça, c'est des tâches comme celle-là qui pourraient être confiées au corps d'emploi qui serait aide enseignant. Et ça, c'est sous la supervision d'un groupe de chercheurs aussi. Et avec les différents projets pilotes, bien ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien pour mettre en place des conditions gagnantes finalement pour être en mesure de créer comme la tâche finalement qui serait la plus aidante pour tout le monde dans le réseau scolaire, là. Et ici, là, en région, en fait, avec la baie James et l'Abitibi-Témiscamingue, il y a 3 écoles où il y a ce projet pilote-là. Donc, on reste les yeux rivés là-dessus, comme je le disais, pour voir comment ça évolue puis à quel point, comment ça donne du souffle justement à nos enseignants, là. Puis juste, on parlait d'allègement de la tâche, j'ai oublié, là, tu sais, je parlais de beaucoup de choses qui sont rajoutées. Puis entre autres, il y a toutes les comme l'éducation sexualité, des contenus d'orientation aussi, ça a tout été pelleté finalement, si vous me permettez l'expression, dans le cours des enseignants. Il faut qu'on enseigne ces contenus-là, donc il faut qu'on se forme, il faut qu'on s'informe. Et puis, le programme qu'on a enseigné, on n'a pas enlevé de temps nulle part, là. Fait qu'il faut qu'on agrandisse par en dedans, dans le fond, puis ça fait en sorte que les enseignants sont essoufflés. Ils ont besoin d'air, là. Vraiment, là. Ils ont besoin de temps, ont besoin d'air. Vous parlez d'éducation à la sexualité. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être relégué, par exemple, à des sexologues, des spécialistes de la sexualité? Absolument, ou même l'infirmière de l'école. Mm-hmm. Quand il y en a une. Quand il y en a une, parce qu'avant ça, il y en avait une dans chaque école. Maintenant, on n'en voit plus, ou presque, sauf quand il y a des périodes de vaccination, là. Mais effectivement, là, ça serait un moyen, là, ça serait un exemple de contenu qui pourrait être donné à quelqu'un d'autre. Ça se fait actuellement en géométrie variable là, sur le territoire, c'est-à-dire qu'il y a des centres de services scolaires qui ont engagé quelqu'un pour faire ça. Il y en a d'autres où ils ont pris un conseiller pédagogique qui est responsable de ça. Fait que ça se fait, il y en a où c'est les enseignants qui ont dû s'arranger. Fait que nous, on aimerait qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place finalement pour que ça soit clair, que ça soit la responsabilité de qui, puis que la tâche de cette personne-là soit finalement ajustée en fonction de cette nouvelle responsabilité-là. Parce que là, l'exemple que j'ai donné, ça appartient à tout le monde, puis ça appartient à personne en même temps, dans le fond. Là, mm-hmm. Quand il n'y a pas personne qui est responsable là, de ce dossier-là comme tel. Là, fait que, mm-hmm. faut que les enseignants doivent trouver du temps pour le faire. Évidemment qu'on ne s'oppose pas à ça. Là. Nous, je veux dire, on souhaite que les enfants reçoivent des contenus relatifs à l'éducation sexuelle. Là. Mais il faut trouver une façon de bien le faire et que ça n'incombe pas uniquement là, aux enseignants, finalement. Voilà. On voulait aussi parler de classes mieux équipées. Oui, les classes mieux équipées. Bien, écoutez, on parlait d'élèves à besoins particuliers, d'élèves avec des plans d'intervention. Vous savez, des élèves qui ont besoin d'aide techno, il y en a de plus en plus. Encore une fois, on ne s'oppose pas à ça. Si c'est ce qui les aide d'avoir les aides techno en lecture et en écriture, par exemple, pour des élèves qui seraient dyslexiques ou dysorthographiques, c'est parfait. Mais là, en ce moment, ce qu'on se rend compte, c'est que nos classes ne sont pas adaptées à ça. Une classe avec 8-10 élèves avec un portable au secondaire, ce n'est pas rare. Puis là, physiquement, là, dans un local, là, il y a habituellement 2 prises de courant.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Ça devient impossible. Puis là, on se fait dire évidemment, là, avec des préoccupations de santé et sécurité, qu'il ne faudrait pas mettre de fil électrique à la grandeur de la classe, mais comment on y arrive sinon? Donc, c'est ça, il faut vraiment... il y a aussi un coup de barre à donner là, dans comment les locaux sont équipés. L'état également là, des bâtiments, mais je veux juste rappeler que la priorité en ce moment, c'est plus de donner davantage de services que les bâtiments en eux-mêmes, là, mais c'est quand même une préoccupation là, que les locaux ne soient pas adaptés. Puis là, surtout, je vous dirais, avec la pandémie, ça a eu quand même le beau côté de dire que tout le monde est davantage techno, les élèves aussi, les enseignants aussi, mais là, les bâtiments ne suivent pas là, ce que ça nécessiterait pour prendre le virage, finalement. Là. Puis aussi, on sait qu'il y a certaines écoles qui sont vétustes, qui ont besoin de réparation ou des fois d'être carrément reconstruites. Donc ça aussi, ça doit être un enjeu. Oui, bien, il y a une étude qui est sortie dernièrement, là, cet été. Et puis, bon, qui nous informe sur l'état de nos bâtisses, de nos écoles. En région, on est quoi? On est classé, tu sais, c'est pas... on n'a pas beaucoup d'écoles qui sont comme dans le sommet du palmarès, là, sauf peut-être les écoles neuves là, qui ont été reconstruites ou tout simplement construites. On est comme dans le milieu de peloton. Donc, dans les codes qu'ils ont donnés, la majeure partie de nos bâtiments sont C, je crois, là. Fait que c'est sûr que c'est pas le top, mais il y en a qui sont beaucoup plus vétustes que nos bâtiments. Qui fait juste penser, bien, ça fait souvent les manchettes. Là, dans l'exemple centre-ville Montréal, là, c'est des écoles là, qui sont désuètes, là, puis vétustes. Nous, au moins, on est comme une coche en haut de ça. Là. Là, actuellement, ce qu'on voit, ce serait surtout la ventilation mécanique qu'il devrait y avoir dans toutes les écoles. Il y a quand même pas mal d'écoles qui, maintenant, l'ont, mais là, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'écoles avec une ventilation manuelle, là, c'est-à-dire ouvrir la fenêtre. Là. Mais ça, c'est quand il y a des locaux dans les fenêtres. Mais vous comprenez qu'en hiver, ça devient problématique quand même. Là. Vous voulez dire des fenêtres dans les locaux? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit l'inverse. Des locaux dans les fenêtres. Oui, des locaux dans les fenêtres, toujours pratique. Non, c'est ça, effectivement. Ça, c'est quand on est capable de le faire, quand il y en a. Mais même à ça, l'hiver, tu sais, on connaît comment nos hivers sont rigoureux, là. Fait que, effectivement, que ça devient... faut demander aux élèves de venir avec un manteau si on va être capable de faire descendre là, les compteurs de CO2, là. Fait que c'est ça. Ça serait comme un enjeu quand même là, par rapport à nos bâtiments. Surtout qu'il fait très froid en Abitibi-Témiscamingue, là, ouvrir les fenêtres en plein hiver à moins 40. Bien, moins 40, il n'y aura pas d'école, là, mais disons moins 30. Effectivement. En terminant, est-ce que vous voulez lancer un message aux partis politiques? Bien, moi, je dirais pour ma part que Cindy en a fait mention tantôt, là. Présentement, là, on a la deuxième, troisième semaine de la campagne, on n'a pas entendu parler du tout d'éducation ou à peu près pas. Nous, on aimerait ça que l'éducation soit vraiment une priorité pour tous les partis politiques, là, puis pas une priorité juste dans les promesses. Là. On veut que les bottines suivent les babines, là, pour dire utiliser l'expression populaire, là. Et puis, bien sûr, il faut absolument, on est en période de grande pénurie d'enseignantes et d'enseignants, et puis il faut mettre en place des moyens concrets pour, premièrement, attirer les nouveaux enseignants, nouvelles enseignantes, et puis il faut trouver des moyens concrets aussi pour garder celles et ceux qui sont là, déjà à l'emploi. Et puis ça, bien, à notre avis, ça passe par l'amélioration des conditions d'exercice des enseignants. Je ne sais pas si... Bien, on invite tous les candidats à venir nous rencontrer. Là, oui, déjà, on en a rencontré plusieurs. Puis, sur notre territoire, on a trois... on a quatre circonscriptions. 4 circonscriptions, effectivement. Fait que là, on rencontre des candidats d'un peu partout. Puis pour nous, c'est une belle occasion de placer nos enjeux, puis en même temps, d'informer nos membres sur les plateformes, finalement,
des différents partis. Mais là, on se fait dire par les gens qui nous rencontrent, les candidats qui nous rencontrent, qui ne peuvent pas nous parler tant d'éducation parce que leur plateforme en éducation n'est pas encore sortie. Puis l'éducation, c'était la priorité dans la dernière campagne électorale et ça s'est traduit par à peu près pas d'amélioration dans le quotidien de nos enseignants. Là, on se dit, si on n'en parle même pas, c'est inquiétant, là, alors qu'on sait qu'il y a un coup de barre important à donner. Là. Puis, il y aurait un autre dossier, peut-être que il y a un autre dossier qu'il faut absolument aussi là, que les partis s'engagent, là, c'est l'équité salariale. Il faut que les partis s'engagent à régler ce dossier-là. Là, ça traîne en longueur. Le gouvernement ne respecte même pas, parce que c'est une loi, là, c'est l'équité salariale. Puis là, même le gouvernement ne respecte même pas sa propre loi. Il y a les plaintes de 2010 ne sont même pas réglées encore. Fait que ça, il faut trouver le moyen là, il faut pas trouver le moyen, mais il faut que les partis s'engagent à régler ce dossier-là et puis faire en sorte que que la loi soit suivie rigoureusement. Donc, à chaque 5 ans, ça doit être réévalué, puis il faut que ce soit fait. Là, on a un gouvernement qui demande toujours des délais supplémentaires dans le but de repousser. Parce que, là, on parle de 2010. Vous savez, on est un très gros groupe, les enseignants. Hein? Puis là, 2010, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Fait que si on recule de 12 ans, l'ajustement salarial, fait que, mais il faut que ça se règle parce que là, ça fait en sorte que l'enseignement est un milieu à prédominance féminine. Donc, quand on se compare avec d'autres secteurs d'emploi, là, des emplois équivalents qui exigent la même formation, la même complexité, bien, on est payé moins qu'un secteur qui est à prédominance masculine. Donc, nous, ce qu'on voudrait, en fin de compte, c'est que la CNESST, finalement, qui est en charge de chapeauter ça, puisse avoir plus de mordant puis être capable de demander à rendre des comptes puis de donner des obligations, là, de se plier à la loi, alors qu'elle ne l'a pas en ce moment. Ça serait un autre message qu'on aimerait lancer aux partis politiques, là. Puis on ne veut pas non plus... il y a eu des tentatives de négocier l'équité salariale lors de la dernière négo, ce qu'on a refusé, bien sûr, là, mais il ne faut pas que ce soit négocié. On demande que la loi soit respectée, tout simplement. Puis, en fin de compte, ce qu'on se dit, nous, c'est que l'enseignement, ce n'est pas une vocation, c'est une profession. Voilà. Donc, il faudrait être traité à juste titre. Ouais. Puis avec la valorisation de la profession, bien là, on risque d'attirer davantage de gens dans notre réseau si on redonne ces lettres de noblesse à la profession, finalement. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. C'était super intéressant. Bien, merci à vous. C'est nous qui vous remercions.